Dernière capsule de révision, alors troisième document de notes de cours qui parle de fécondation et de grossesse. Il n'y a pas énormément de questions à l'examen là-dessus. Bon, ici on a nos termes ovocytes, zygote qui apparaissent, mais je ne poserai pas de questions là, de méiose, mitose, etc. Bon, la grossesse, c'est de la fécondation à la naissance, on dit 40 semaines environ. Qu'est-ce que la fécondation? Ben, c'est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovocyte de deuxième ordre qui va nous donner une première cellule qu'on va appeler un zygote. Alors ici, là, on parle de période de fécondité. Alors ça va avec le point numéro 12, déterminer la période de fécondité chez la femme. Et on a déjà dit qu'on considère 72 heures à 5 jours avant l'ovulation. Alors, je vous laisse choisir de 72 heures à 5 jours, là, selon ce que vous voulez, que vous choisirez de dire à l'examen. Là, je vais prendre les deux. Et c'est seulement 24 heures donc, que l'ovocyte peut vivre. Alors, c'est pour ça que c'est 24 heures après l'ovulation que se termine la période de fécondité. Alors, encore une fois, vous avez des questions de ce genre-là dans les exercices et ça pourrait revenir à l'examen. Les obstacles pour les spermatozoïdes, pas sujet à examen. Figure 16-17, vous n'aurez pas cette figure-là à l'examen, mais par contre, on voit vraiment la fécondation. Donc, qu'est-ce qui se produit durant les 2 premières semaines de grossesse, c'est-à-dire durant la période pré-embryonnaire qui se déroule de la première à la 2e semaine. Lorsqu'il y a la fécondation, ben après ça, c'est uniquement des divisions cellulaires, un voyage dans la trompe et ensuite l'installation, l'implantation dans l'endomètre. Alors tout ça va prendre environ 14 jours. Et pendant ces 2 semaines-là, il y a l'apparition de la HCG sécrétée par l'embryon qui va permettre au corps jaune de rester en vie et de continuer la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone. Ça va aussi avec le point 13 et 14, ce que je viens de vous dire. Alors, différencier les termes ovocyte, ovule, zygote, embryon et fœtus et distinguer les périodes de développement pré-embryonnaire, embryonnaire et fœtal. La pénétration du spermatozoïde, on n'en reparlera pas. Les jumeaux non plus. Ni le sexe génétique. Ça va être vraiment là, le développement embryonnaire et fœtal. Alors, on a le dit pré-embryonnaire, c'est ce qu'on vient de voir sur la figure. Ça dure 2 semaines. Après ça, ça devient un embryon de la 3e à la 8e semaine et finalement un fœtus à partir de la 9e semaine. On peut voir en gros le déroulement ici. Comme je vous dis, j'insiste pas sur cette partie-là pour l'examen. Il n'y aura vraiment pas beaucoup de questions là-dessus. On voit ici développement pré-embryonnaire, 1re, 2e semaine, le zygote qui devient un plastocyste qui s'implante dans l'endomètre. Ici, pré-embryon. Et on voit, comme je vous ai dit, l'apparition de la HCG dans la 1re et la 2e semaine suite à la fécondation, hormone qui est produite par le petit embryon et qui va permettre le maintien du corps jaune pour que continue la sécrétion d'estrogène et de progestérone. Le placenta va prendre la place du corps jaune environ au 3e mois. Alors ici, on reparle de la HCG. Ça, c'est important à savoir. Résumé du développement embryonnaire. Pas besoin de savoir plus que ça. Okay, tout ça, le placenta, ça, on n'en parlera pas. Il n'y aura pas de figure là-dessus. Je ne reviens pas sur le rôle du placenta non plus. Développement fœtal, c'est juste ça qu'on a à savoir. On ne revient pas dans le détail plus que ça. Ni sur les effets de la grossesse chez la mère, sauf cette diapo-ci
qui est le numéro 16, connaître les différents facteurs qui contribuent à la prise de poids chez la femme pendant la grossesse. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre une trentaine de livres lors d'une grossesse? Qu'est-ce qui contribue à cette prise de poids? Alors ça, c'est quelque chose que je veux que vous sachiez pour l'examen. Et les périodes de travail, je vous ai dit, ce n'est pas à l'examen. Dilatation du col, etc. Il y a quelque chose, par contre, que je ne croyais pas mettre à l'examen, mais que j'ai ajouté, qui est le point numéro 15, expliquer le rôle de l'ocytocine dans les contractions utérines. Ça va un peu avec cette figure-là. Ça, c'est la boucle de rétroactivation qui fait que les contractions augmentent de plus en plus. Moi, ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que l'hypothalamus, la neurohypophyse participent dans le fond à l'accouchement en sécrétant l'ocytocine. Et c'est vraiment l'ocytocine qui agit sur le myomètre qui va, dans le fond, provoquer les contractions du myomètre. Et en contractant le myomètre, on permet au bébé de passer, dans le fond, le col de l'utérus et ensuite d'être expulsé par le vagin. Alors, c'est là-dessus, c'est le rôle de l'ocytocine, dans le fond, dans les contractions utérines qu'il faut retenir. On ne parle pas non plus d'après la naissance. Cette diapo-là, on en a déjà parlé. Et on voit vraiment les taux d'hormones qui sont élevés jusqu'à la fin qui s'élèvent jusqu'à la fin de la grossesse. Et on ne reparle pas non plus de ménarche, ménopause, andropause, etc. Je vous invite vraiment à faire aussi les exercices de révision, examen 2, un document à part que vous avez. Quelques exercices de révision à la fin du chapitre 16 qui peuvent être bons à faire. Et ça termine la révision en préparation à l'examen 2. Alors, je vous souhaite une bonne étude.